6. Les docteurs Baraduc et Joire ont construit des appareils enregistreurs permettant de mesurer la force radiante qui s'échappe de chaque personne humaine et varie selon l'état psychique du sujet. Moi-même, Jean, ai fait souvent l'expérience à l'aide de plaques photographiques. Ces récits, dans le bain révélateur, reproduisent les radiations qui se dégagent de l'extrémité des doigts sous la forme de spirales ou de courants variables d'intensité suivant l'élévation de la pensée et l'action de la volonté. Ces états antérieurs de puissance et de liberté. Tout ce qui dormait en lui se réveille, ses vies nombreuses se reconstituent, non seulement avec les trésors de sa pensée, souvenirs et acquisitions, mais aussi avec toutes les sensations, joie et douleur, enregistrées dans son organisme fluidique. C'est pourquoi, dans la transe, l'âme, vibrante des souvenirs du passé, affirme ses existences antérieures et renoue la chaîne mystérieuse de ses transmigrations. Les moindres détails de notre vie s'enregistrent en nous et y laissent des traces ineffaçables. Pensée, désir, passion, acte bon ou mauvais, tout si fixe, tout si grave. Pendant le cours normal de la vie, ces souvenirs s'accumulent en couches successives et les plus récents finissent par effacer, en apparence, les plus anciens. Il semble que nous ayons oublié ces 1000 détails de notre existence évanouie. Cependant, il suffit, dans les expériences hypnotiques, d'évoquer les temps écoulés et de replacer le sujet, par la volonté, à une époque antérieure de sa vie, dans sa jeunesse ou même à l'état d'enfance, pour que ses souvenirs reparaissent en foule. Le sujet revit son passé, non seulement avec l'état d'âme et l'association d'idées qui lui étaient particuliers à cette époque, idées parfois bien dissemblables de celles qu'il professe actuellement, avec ses goûts, ses habitudes, son langage, mais aussi en reconstituant automatiquement toute la série des phénomènes physiques contemporains de cette époque. Ceci nous amène à reconnaître qu'il y a corrélation étroite entre l'individualité psychique et l'état organique. Chaque état mental est associé à un état physiologique. L'évocation de l'un, dans la mémoire des sujets, amène aussitôt la réapparition de elle autre d'eux. De cette loi est connue en psychologie sous le nom de parallélisme psychophysique. Wundt, dans ses leçons sur l'âme, 2 degrés édition, Leipzig, 1892, disait déjà « À chaque événement psychique correspond un événement physique quelconque point ». Les expériences des matérialistes eux-mêmes font ressortir l'évidence de cette loi. C'est ainsi, par exemple, que M. Pierre Janet, lorsqu'il replace son sujet rose à 2 années en arrière dans le cours de sa vie actuelle, voit se reproduire chez elle tous les symptômes de l'état de grossesse dans lequel elle se trouvait à cette époque. P. Janet, professeur de psychologie à la Sorbonne, l'automatisme psychologique, page 160. Voir aussi les cas signalés par les docteurs Bourru et Bureau, changement de la personnalité, page 152, par le docteur Solier, des hallucinations otoscopiques, bulletin de l'Institut psychique, 1902, page 39 et suivant, et ceux relatés par le docteur Pitre, doyen de la faculté de médecine de Bordeaux, dans son livre « Le somnambulisme et l'hystérie ». Étant donné les fluctuations constantes et le renouvellement intégral du corps physique en quelques années, ce phénomène serait incompréhensible sans le rôle du périsprit qui garde en lui, gravé dans sa substance, toutes les impressions d'autrefois. C'est lui qui fournit à l'âme la somme totale de ses états conscients, même après la destruction de la mémoire cérébrale.
Les esprits le démontrent par leur communication, car ils ont conservé dans l'espace les moindres souvenirs de leur existence terrestre. Cet enregistrement automatique semble s'effectuer sous forme de groupements ou de zones, au-dedans de nous, zones correspondant à autant de périodes de notre vie. De sorte que, si la volonté, au moyen de l'autosuggestion ou de la suggestion étrangère, ce qui est identique, puisque, nous l'avons vu, la suggestion, pour être efficace, doit être acceptée par le sujet et se transformer en autosuggestion si la volonté, disons-nous, fait revivre un souvenir appartenant à une période quelconque de notre passé. Tous les faits de conscience se rattachant à cette même période se déroulent aussitôt dans un enchaînement méthodique. Monsieur G. Delanne a comparé ces états vibratoires aux couches concentriques observées dans la section d'un arbre et qui permettent d'en calculer le nombre d'années. Ceci rendrait compréhensibles les variations de la personnalité dont nous avons parlé. Pour des observateurs superficiels, ces phénomènes s'expliquent par la dissociation de la conscience. Étudiés de près et analysés, ils représentent, au contraire, des aspects d'une conscience unique, correspondant à autant de phases d'une même existence. Ces aspects se révèlent dès que le sommeil est assez profond et le dégagement péristrital suffisant. Si on a pu croire au changement de personnalité, c'est parce que les états transitoires, intermédiaires, manquent ou s'effacent. Le dégagement, nous l'avons dit précédemment, est facilité par l'action magnétique. Les passes exercées sur un sensitif relâchent peu à peu et dénouent les liens qui unissent l'esprit au corps. L'âme et sa forme éthérée sortent d'eux. La gangue matérielle et cette sortie constituent le phénomène du sommeil. Plus l'hypnose est profonde, plus l'âme se détache, s'éloigne et recouvre la plénitude de ses vibrations. La vie active se concentre dans le périsprit, tandis que la vie physique est suspendue. La suggestion accroît encore le rythme vibratoire de l'âme. Chaque idée contient ce que les psychologues appellent la tendance à l'action, et cette tendance se transforme en acte par la suggestion. Celle-ci n'est, en effet, qu'un mode de la volonté. Portée à sa plus haute intensité, elle devient une force motrice, un levier qui soulève et met en mouvement les puissances vitales endormies, les sens psychiques et les facultés transcendantes. On voit alors se produire les phénomènes de clairvoyance, de lucidité, de réveil de la mémoire. Pour que ces manifestations deviennent possibles, le périsprit doit être impressionné au préalable par un ébranlement vibratoire déterminé par la suggestion. Cet ébranlement, en accélérant le mouvement rythmique, a pour effet de rétablir le rapport entre la conscience cérébrale et la conscience profonde, rapport qui est rompu dans l'état normal pendant la vie physique. Alors les images, les souvenirs emmagasinés dans le périsprit peuvent se ranimer et redevenir conscients. Mais, dès le réveil, le rapport cesse, le voile retombe, les souvenirs lointains s'effacent peu à peu et rentrent dans la pénombre. La suggestion est donc le procédé qu'on doit employer de préférence dans ces expériences. Pour ramener les sujets à une époque déterminée de leur passé, on les endort à l'aide de passes longitudinales, pratiquées de haut en bas, puis on leur suggère qu'ils ont tel ou tel âge. On leur fait remonter ainsi toutes les périodes de leur existence. On peut obtenir des facsimilés de leur écriture qui varient suivant les époques et sont toujours concordants lorsqu'il s'agit des mêmes époques évoquées au cours de différentes séances. Au moyen de passes transversales, on les ramène ensuite au point actuel en repassant par les mêmes phases.
On peut encore, et nous avons procédé nous-mêmes de cette façon, assigner au sujet une date précise de son passé, même le plus éloigné, et la faire. Renaître en lui. Si le sujet est très sensible, on voit alors se dérouler des scènes d'un intérêt captivant, avec des détails sur le milieu évoqué et les personnages qui y vivent, détails qui sont parfois susceptibles de vérification. On a pu constater, dit le colonel de Rocha, que les souvenirs ainsi éveillés étaient exacts et que les sujets prenaient successivement les personnalités correspondant à leur H3 points. 3 Annales des sciences psychiques, juillet 1905, page 350. Voir aussi l'ouvrage du colonel de Rocha, Les vies successives, Chacornac, édite, 1911, page 40, 62, 66 à 109. Insistons encore sur ces phénomènes dont l'analyse projette une vive lumière sur le mystère de l'être. Tous les aspects variés de la mémoire, l'extinction des souvenirs dans la vie normale, leur réveil dans la transe et l'extériorisation, tout s'explique par la différence des mouvements vibratoires qui relient l'âme et son corps psychique au cerveau matériel. À chaque changement d'état, les vibrations varient d'intensité, devenant plus rapides à mesure que l'âme se dégage du corps. Les sensations ressenties dans l'état normal s'enregistrent avec un minimum de force et de durée, mais la mémoire totale subsiste au fond de l'être. Pour peu que les liens matériels se relâchent et que l'âme soit rendue à elle-même, elle retrouve, avec son état vibratoire supérieur, la conscience d'eux. Tous les aspects de sa vie, de toutes les formes physiques ou psychiques de son existence intégrale. C'est, nous l'avons vu, ce qu'on peut constater et reproduire artificiellement dans l'état hypnotique. Afin de bien se reconnaître dans le dédale de ces phénomènes, il ne faut pas oublier que cet état comporte des degrés nombreux. À chacun de ces degrés s'attache une des formes de la conscience et de la personnalité. À chaque phase du sommeil correspond un état particulier de la mémoire. Le sommeil le plus profond fait surgir la mémoire la plus étendue. Celle-ci se restreint de plus en plus à mesure que l'âme réintègre son enveloppe. À l'état de veille ou de réveil correspond la mémoire la plus étroite, la plus indigente. Ce phénomène de la reconstitution artificielle du passé nous fait comprendre ce qui se produit après la mort, lorsque l'âme, délivrée de son corps terrestre, retrouve en face de sa mémoire agrandie, mémoire conscience, mémoire implacable qui conserve. L'empreinte de toutes ses fautes et devient son juge et parfois son bourreau. Mais, en même temps, le moi, fragmenté en couches distinctes pendant la vie d'ici-bas, se reconstitue dans sa synthèse supérieure et sa magnifique unité. Toute l'expérience acquise au cours des siècles, toutes les richesses spirituelles, fruits de l'évolution, souvent cachées ou tout au moins amorties, amoindries dans cette existence, reparaissent dans leur éclat et leur fraîcheur pour servir de base à de nouvelles acquisitions. Rien n'est perdu. Les couches profondes de l'être, si elles racontent les défaillances et les chutes, proclament aussi l'élan, les pénibles efforts accumulés au cours des âges pour édifier cette personnalité qui ira toujours grandissant, toujours plus riche et plus belle, dans l'épanouissement heureux de ses facultés acquises, de ses qualités, de ses vertus. 9. Évolution et finalité de l'âme. L'âme, avons-nous dit, vient de Dieu, c'est le principe de. L'intelligence est de la vie en nous. Essence mystérieuse, elle échappe à l'analyse comme tout ce qui émane de l'absolu. Créée par amour, créée pour aimer,
si chétive qu'elle peut être enfermée dans une forme restreinte et fragile, si grande que, d'un élan de sa pensée, elle embrasse l'infini. L'âme est une parcelle de l'essence divine projetée dans le monde matériel. Depuis l'heure de sa descente dans la matière, quel chemin a-t-elle suivi pour remonter jusqu'au point actuel de sa course? Il lui a fallu passer par des voies obscures, revêtir des formes, animer des organismes qu'elle rejetait à l'issue de chaque existence, comme on le fait d'un manteau devenu inutile. Tous ces corps de chair ont péri, le souffle des destins en a dispersé la poussière, mais l'âme persiste et demeure, en sa pérennité, elle poursuit sa marche ascendante, parcourt les stations innombrables de son voyage et va vers un but grand et désirable, un but divin, qui est la perfection. L'âme contient, à l'état virtuel, tous les germes de ses développements futurs. Elle est destinée à tout connaître, à tout acquérir, à tout posséder. Et comment y parviendrait-elle en une seule existence? La vie est courte et la perfection est loin. L'âme pourrait-elle, en une vie unique, développer son entendement, éclairer sa raison, fortifier sa conscience, s'assimiler tous les éléments de la sagesse, de la sainteté, du génie? Non. Pour réaliser ses fins, il lui faut, dans le temps et dans l'espace, un champ sans bornes à parcourir. C'est par des transformations sans nombre, après des milliers de siècles, que le minéral grossier se change en un pur diamant, étincelant de mille feux. Il en est ainsi de l'âme humaine. Le but de l'évolution, la raison d'être de la vie n'est pas le bonheur terrestre, comme beaucoup le croient par erreur, mais bien le perfectionnement de chacun de nous, et ce perfectionnement, nous devons le réaliser par le travail, par l'effort, par toutes les alternatives de la joie et de la douleur, jusqu'à ce que nous soyons entièrement développés et élevés à l'état céleste. S'il y a sur la terre moins de joie que de souffrance, c'est que celle-ci est l'instrument par excellence de l'éducation et du progrès, un stimulant pour l'être qui, sans elle, s'attarderait dans les voies de la sensualité. La douleur, physique et morale, forme notre expérience. La sagesse en est le prix. Peu à peu l'âme s'élève et, à mesure qu'elle monte, s'accumule en elle une somme toujours croissante de savoir et de vertu. Elle se sent reliée plus étroitement à ses semblables, elle communie plus intimement avec son milieu social et planétaire. S'élevant de plus en plus, elle se rattache bientôt par des liens puissants aux sociétés de l'espace, puis à l'être universel. Ainsi, la vie de l'être conscient est une vie de solidarité et de liberté. Libre dans la limite que lui assignent les lois éternelles, il devient l'architecte de sa destinée. Son avancement est son œuvre. Aucune fatalité ne l'opprime, si ce n'est celle de ses propres actes, dont les conséquences retombent sur lui. Mais il ne peut se développer et grandir que dans la vie collective, avec le concours de chacun né au profit de tous. Plus il monte, plus il se sent vivre et souffrir en tous et pour tous. Dans son besoin d'élévation propre, il attire à lui, pour les faire parvenir à l'état spirituel, tous les êtres humains qui peuplent les mondes où il a vécu. Il veut faire pour eux ce qu'ont fait pour lui ses frères aînés, les grands esprits qui l'ont guidé dans sa marche. La loi de justice veut que toutes les âmes soient émancipées à leur tour, affranchies de la vie inférieure.
Chaque être parvenu à la pleine conscience doit travailler à préparer à ses frères unis. Vie supportable, un état social ne comportant que la somme des mots inévitables. Ces mots, nécessaires au fonctionnement de la loi d'éducation générale, ne seront jamais complètement supprimés sur notre monde. Ils représentent une des conditions de la vie terrestre. La matière est l'utile obstacle, elle provoque l'effort et développe la volonté, elle contribue à l'ascension des êtres en leur imposant des besoins qui les contraignent au travail. Et comment sans la peine connaître la joie, comment sans nombre apprécier la lumière, comment sans la privation goûter le bien acquis, la satisfaction obtenue? Voilà pourquoi les difficultés se retrouvent sous toutes les formes en nous et autour de nous. Astérisque, astérisque, astérisque. C'est un grand spectacle que la lutte de l'esprit contre la matière, lutte pour la conquête du globe, lutte contre les éléments, les fléaux, contre la misère, la douleur et la mort. Partout, la matière s'oppose à la manifestation de la pensée. Dans le domaine de l'art, c'est la pierre qui résiste au ciseau du sculpteur. Dans la science, c'est l'insaisissable, l'infiniment petit qui se dérobe à l'observation. Dans l'ordre social comme dans l'ordre privé, ce sont les obstacles sans nombre, les besoins, les épidémies, les catastrophes. Et cependant, en face des puissances aveugles qui le pressent et le menacent de toutes parts, l'homme s'est dressé, être fragile, pour toute ressource il n'a que sa volonté. Et à l'aide de cette ressource unique, à travers les temps, l'âpre lutte s'est poursuivie, sans trêve, sans merci. Puis, un jour, par la volonté humaine, la puissance formidable a été vaincue, asservie. L'homme a voulu et la matière s'est soumise. À son geste, les éléments. Ennemis, l'eau et le feu se sont unis en grondant et ont travaillé pour lui. C'est la loi de l'effort, loi suprême, par laquelle l'être s'affirme, triomphe et grandit. C'est la magnifique épopée de l'histoire, la lutte extérieure qui remplit le monde. La lutte intérieure n'est pas moins émouvante. À chacune de ces renaissances, l'esprit devra façonner, assouplir la nouvelle enveloppe matérielle qui va lui servir de demeure, en faire un instrument capable de rendre, d'exprimer les conceptions de son génie. Trop souvent, l'instrument résiste et la pensée, découragée, se replie sur elle-même, impuissante à affiner, à soulever ce lourd fardeau qui l'étouffe et l'annihile. Pourtant, par l'effort accumulé, par la persistance des pensées et des désirs, malgré les déceptions, les défaites, à travers les existences renouvelées, l'âme réussit à développer ses hautes facultés. Il est en nous une sourde aspiration, une énergie intime, mystérieuse, qui nous porte vers les sommets, nous fait tendre vers. Des destinées toujours plus hautes nous poussent en avant vers le beau et le bien. C'est la loi du progrès, l'évolution éternelle qui guide l'humanité à travers les âges et aiguillonne chacun de nous. Car l'humanité, ce sont les mêmes âmes, elles reviennent de siècle en siècle pour suivre, à l'aide de nouveaux corps, et jusqu'à ce qu'elles soient mûres pour les mondes meilleurs, leur œuvre de perfectionnement. L'histoire d'une âme ne diffère guère de celle de l'humanité, l'échelle seule diffère, l'échelle des proportions. L'esprit moule la matière. Il lui communique la vie et la beauté. Aussi l'évolution est-elle, par excellence, une loi d'esthétique. Les formes acquises sont le point de départ de formes plus belles. Tout se relie.
La veille prépare le lendemain, le passé enfante l'avenir. L'œuvre humaine, reflet de l'œuvre divine, s'épanouit en forme de plus en plus parfaite. Astérisque, astérisque, astérisque là. Loi du progrès ne s'applique pas seulement à l'homme. Elle est universelle. Il y a dans tous les règnes de la nature une évolution qui a été reconnue par les penseurs de tous les temps. Depuis la cellule verte, depuis le vague embryon flottant sur les eaux, à travers des séries variées, la chaîne des espèces s'est déroulée jusqu'à nous. Sur cette chaîne, chaque anneau représente une forme de l'existence qui conduit à une forme supérieure, à un organisme plus riche, mieux adapté aux besoins, aux manifestations grandissantes de la vie. Mais sur l'échelle d'évolution, la pensée, la conscience, la liberté n'apparaissent qu'après bien des degrés. Dans la plante, l'intelligence sommeille, dans l'animal, elle rêve, dans l'homme seulement, elle s'éveille, se connaît, se possède et devient consciente. Dès lors, le progrès fatal en quelque sorte dans les formes inférieures de la nature, le progrès ne peut plus se réaliser que par l'accord de la volonté humaine avec les lois éternelles. C'est par cet accord, par cette union de la raison humaine avec la raison divine, que s'édifient les œuvres préparatrices du règne de Dieu, c'est-à-dire du règne de la sagesse, de la justice, de la bonté, dont tout être raisonnable et conscient porte en lui l'intuition. Ainsi, l'étude des lois de l'évolution, loin d'infirmer la spiritualité de l'homme, vient, au contraire, lui donner une nouvelle sanction. Elle nous apprend comment notre corps peut dériver d'une forme inférieure par la sélection naturelle, mais elle nous montre aussi que nous possédons des facultés intellectuelles et morales d'une origine différente, et cette origine, nous la trouvons dans l'univers invisible, dans le monde sublime de l'esprit. La théorie de l'évolution doit être complétée par celle de la percussion, c'est-à-dire par l'action des puissances invisibles qui dirigent, stimulent cette lente et prodigieuse marche. Ascensionnelle de la vie sur le globe. Le monde occulte intervient, à certaines époques, dans le développement physique de l'humanité, comme il intervient dans le domaine intellectuel et moral, par la révélation médianique. Lorsqu'une race ayant atteint son apogée est suivie d'une race nouvelle, il est rationnel de croire qu'une famille supérieure d'âmes s'incarne parmi les représentants de la race épuisée pour la faire monter d'un degré en la renouvelant et en la façonnant à son image. C'est l'éternel hymen du ciel et de la terre, l'intime pénétration de la matière par l'esprit, l'effusion grandissante de la vie psychique dans la forme en cours d'évolution. L'apparition des hommes sur l'échelle des êtres peut s'expliquer ainsi. L'embryogénie nous le démontre, l'homme est la synthèse de toutes les formes vivantes qui l'ont précédé, le dernier anneau de cette longue chaîne de vies inférieures qui se déroule à travers les temps. Mais c'est là seulement l'aspect extérieur du problème des origines, l'aspect intérieur est autrement amplifié. Imposant. De même que chaque naissance s'explique par la descente dans la chair d'une âme venue. De l'espace, ainsi la première apparition de l'homme sur la planète doit être attribuée à une intervention des puissances invisibles qui génèrent la vie. L'essence psychique vient communiquer aux formes animales évoluées le souffle d'une vie nouvelle. Elle va créer, pour la manifestation de l'intelligence, un organe jusqu'alors inconnu, la parole. Élément puissant de toute vie sociale, le verbe apparaîtra et, en même temps, par son enveloppe fluidique, l'âme incarnée conservera la possibilité d'entrer en rapport avec le milieu d'où elle est sortie. L'évolution des mondes et des âmes est réglée par la volonté divine,
qui pénètre et dirige la nature entière. Mais l'évolution physique n'est un quelle que soit la théorie à laquelle on donne la préférence en ces matières, que l'on adopte les vues de Darwin, de Spencer ou d'Haeckel, on ne peut se résoudre à croire que la nature, que Dieu, n'est qu'un seul et unique moyen de produire et de développer la vie. Le cerveau humain est borné. Les possibilités de la vie sont infinies. Les pauvres théoriciens qui veulent enfermer toute la science biologique dans les étroites limites d'un système nous rappellent toujours le petit enfant de la légende qui creusait un trou dans le sable de la plage et voulait y verser toute l'eau de l'océan. Le professeur C.H. Richel a déclaré lui-même dans sa réponse à Sully Prudhomme « Les théories de la sélection sont insuffisantes, point ». Et nous ajouterons, s'il y a unité de plan, il doit y avoir diversité dans les moyens d'exécution. Dieu est le grand artiste qui, des contrastes, sait faire jaillir l'harmonie. Il semble qu'il y ait dans l'univers deux immenses chaînes de vie, l'une monte d'eux. L'abîme par l'animalité, l'autre descend des hauteurs divines, elles se rejoignent pour s'unir, se confondre et s'entraîner. N'est-ce pas ce que signifie l'échelle du songe de Jacob? Devenez contributeur. Le Centre Spirit Casa d'Arredan São Francisco Xavier est une institution à but non lucratif qui travaille dans différents espaces sociaux situés au 1210 rue Aurelia de Carli Andreazza, dans le quartier Cidade Nova de Caxias do Sul-Aires. Contribution à la chaîne par le biais de dépôts bancaires au nom du Centro Espírita Casa d'Arredan São Francisco Xavier CNPJ 0760739-0001 56 astérisque Banque de l'État du Rio Grande do Sul Agence 0606 compte 06.009575.0-9 astérisque Caisse fédérale d'épargne agence 3061 compte 013 0001036-7. Casa Arredan São Francisco Xavier vous remercie pour votre don qui renforce notre idéal de solidarité et de respect de la dignité humaine.